le noir du torrent, le noir des pierriers, le noir de la falaise, l'or du tungstène. Ce qui impressionnait là-haut, c'étaient les cascades. Le voile de la mariée, le sceau du diable, la queue du cheval, la grande pisse, lâchée en toute saison comme au bol du Seigneur. Gratuite depuis des millénaires, splendide comme la vanité. Lorsque le grand-père gagna la haute vallée pour la première fois, il ne vit qu'elle. Il avait 20 ans, le siècle X, et chaque cascade qui crachait
était un fleuve d'or à ses yeux. Or, ce n'était pas chez lui de la poésie, et il le prouva. Une génération plus tard, on ne trouvait plus là-haut un seul cours d'eau qui ne fût forcé. Toutes les chutes faisaient tourner les turbines et le grand-père amassait la fortune de la houille blanche. C'était grandiose, imparable. Il offrait la lumière à la moitié du pays. Un demi-siècle durant, ce fut son royaume. Dix ans après sa première apparition là-haut, le grand-père épousa une fille du coin et en eut un fils. Cela étonna qu'il ne ramène pas une fille de la ville. On l'aima d'autant. L'enfant grandit dans les turbines et les condensateurs. Lorsque le petit eut ses 40 ans, le grand-père lui expliqua tout et lui légua la totalité de l'affaire. L'essor délirant était passé. Désormais, c'était de la gestion. Le grand-père ne s'intéressait pas à ça. Il avait 70 ans et il se retira de la vie. C'est-à-dire qu'il fit un potager et étudia les cerfs-volants, ou quelque chose d'approchant. Le petit comprenait l'électricité. Il l'avait toujours comprise. Malheureusement, ce n'était pas ce qu'on lui demandait. Le déclin fut lent, mais inexorable.
tête de l'affaire, le petit épousa sa cousine et eut un enfant, que toute la vallée n'appela jamais autrement que le petit-fils. Puis il regarda grandir son fils et couler son entreprise. Il n'éleva pas plus l'un qu'il ne dirigea l'autre. Le jour de ses 60 ans, on le repêcha au fond d'un gour du torrent, 3 villages en contrebas. Les dettes étaient abyssales. Alors le petit-fils prit les commandes de l'usine et liquida le tout en une semaine. Les turbines furent vendues au poids du métal et tous les ouvriers remerciés. Des bâtiments, il ne conserva que l'entrepôt sans fenêtre du pied de la falaise. Il avait 20 ans. De ce temps-là, les disparitions commencèrent. La haute vallée s'étend sur une quinzaine de kilomètres, depuis le col des Trois Seigneurs jusqu'au rocher tombé. En aval des rochers, le lit s'élargit brusquement et ramène à la civilisation en quelques mètres. C'est une vallée si étroite que jamais le soleil n'y pénètre tout à fait. Le bourg est accroché au-dessus du torrent principal dans un vacarme permanent. En amont, une sente conduit jusqu'au pied de la falaise. La première fois que je montais là-haut, j'avais 22 ans. J'étais à la recherche d'un sujet et les légendes de la montagne étaient mon obsession du moment. En bon pédagogue, mon directeur de thèse m'envoya dans la haute vallée. J'y restai une semaine à la pension du bourg inférieur, 4 lits. Un siècle juste après l'arrivée du grand-père. Lorsque je redescendis, j'annonçai mon sujet de thèse, l'usine hydroélectrique, 3 générations de commandement. Mon directeur déclara le projet totalement hors sujet et sans lien avec les mythologies paysannes. Nous nous engueulâmes et je ne fis jamais de thèse universitaire.
Cela dit, dans la Haute-Vallée, les diplômes de troisième cycle ne sont que de peu d'utilité. Je remontai immédiatement. L'histoire du grand-père, tout le monde vous la racontera là-haut. C'est la gloire de toute la vallée, même si c'est une gloire qui massacra la topographie et froissa l'âme des montagnes. Celle du fils, qu'on appelle le petit, vous pourrez la connaître de la bouche de ceux qui, par profession ou par caractère, ont l'habitude de traiter avec l'échec et la mélancolie noire. Sur le petit-fils, en revanche, personne ne vous dira rien directement. Pour ce qui est des disparitions, il n'y a pourtant rien de compliqué là-dedans. Après la liquidation de l'usine, le petit-fils avait fondé un institut pour handicapés mentaux. Tous les demeurés qu'on y inscrivait montaient à l'entrepôt du pied de la falaise et plus personne ne les revoyait. L'institut s'appelait Foyer de réception et de mise en réseau pour déficients mentaux. Tous s'accordèrent à dire que le titre n'avait aucun sens et que l'initiative était heureuse. Et moitié lâcheté, moitié désir de redonner du crédit à une famille jadis aimée, on ne chercha pas plus loin et chacun emmena son idiot à l'institut. Les idiots, ce n'est pas ce qui manquait dans le coin. Et puis ça débarrassait. Et on fila comme ça. Après tout, quelqu'un qu'on ne voit plus n'est pas nécessairement quelqu'un qui a disparu. C'est peut-être aussi qu'on prend soin de lui. La situation dura 20 ans ainsi, ce qui, compte tenu de l'opacité du fonctionnement, est remarquablement long, même pour ceux de la Haute-Vallée.
Puis, une nuit d'hiver sans lune. L'incendie ravagea l'Institut et il n'y eut aucun survivant. Je suis arrivé dans la Haute-Vallée 10 ans après l'incendie. Lorsqu'on se rend au pied de la falaise, on ne trouve trace de rien. L'endroit est vierge, en dehors des rochers épars que la paroi crache à intervalles réguliers comme des boulets de la guerre de Crimée. Mais si l'on suit la falaise sur quelques centaines de mètres, juste avant la moraine, on tombe sur une bicoque qui est à peine plus qu'une cabane. Une vieille femme que les rhumatismes ont recourbée comme un bois calciné y vit dans une solitude à faire pâlir Saint-Antoine. Depuis toujours, c'est-à-dire même du temps où elle était à ce qu'on dit une belle femme, ceux du bourg la surnomment, avec la prémonition que confère parfois la vulgarité, la tordue de la falaise. Si vous vous intéressez à l'usine, allez voir la tordue de la falaise, qu'ils m'ont dit. Et bon courage, qu'ils ont rajouté. J'y suis allé, naturellement. Elle m'a tout raconté. Et bien mieux que ceux du bourg. Depuis l'arrivée du grand-père, jusqu'à la mise en vente par le petit-fils, l'appétit démiurgique du vieux, l'infantilisation du fils, la consanguinité endémique rattrapant une famille étrangère à la vallée, la mort du grand-père, le surlendemain du suicide du fils, et pourquoi elle ne pensa jamais qu'elle fût naturelle, la haine que le chômage créa contre une famille jusqu'alors vénérée. Sur la fondation de l'Institut, en revanche, rien de plus que le minimum. Ensuite, plus rien, ni sur l'incendie, ni sur les 20 ans d'activité de l'Institut. Or, il se trouve que c'était précisément la seule chose qui m'intéressait. Ceux du bourg qu'on parvient à faire parler, et ils sont rares, disent que l'Institut servait à accueillir les handicapés. Point. Passionnant. Même le vieil aveugle des glaciers, qui passe ses journées au café à parler pour ne rien dire et m'a brodé 100 fois la légende de la houille blanche, ne sort pas de ce canevas. Inutile de les accuser de mentir. En réalité, ils ne savent positivement rien. Ils se contentent de perpétuer la tradition d'ignorance et de lâcheté qui, depuis des générations, fait son terreau de la myopie ordinaire et de la passion pour la tranquillité. La seule chose qu'ils sachent, c'est qu'ils ne savent rien. Ils sont suffisamment pragmatiques pour comprendre qu'un institut d'accueil des handicapés ne se gère pas ainsi. Mais ils ne l'avoueront jamais. Ils préfèrent dire des banalités ou se taire. La tordue de la falaise, en revanche, connaît toute l'affaire. J'ai pu le voir très tôt dans son regard. Non seulement à propos de l'incendie, mais sur tout ce qui se déroula 20 années durant, derrière les parois sans fenêtres de l'entrepôt devenu institut. Et il fallut bien que le petit-fils, comme tous les autres, la considérât comme moins que rien pour tolérer sa présence durant toutes ces années
à quelques mètres seulement de l'Institut. Étrange aveuglement de la part d'une intelligence comme la sienne. Ou bien était-il certain de son silence, en quoi il vu juste? Ou bien je n'ai rien compris à leur rapport, ce qui est bien possible. Des mois durant, je vins tous les jours visiter la tordue de la falaise. Comment un être humain peut traverser l'existence sans l'ombre d'une relation humaine et tolérer soudain qu'un inconnu envahisse ces dernières années? C'est une chose qui mériterait d'être réfléchie. D'autant que notre amitié reste toujours entravée par le côté ouvertement intéressé de ma démarche. Je venais pour apprendre le fonctionnement de l'Institut, et elle le savait très bien. Je ne sais pourquoi, mais je fus toujours persuadé qu'elle finirait par parler. Cela aussi, je le voyais dans son regard. Mais une nuit d'hiver sans lune, elle mourut sans prévenir. Après l'incendie de l'entrepôt, ceux du bourg étaient montés avec d'énormes machines et avaient chargé tous les débris calcinés dans des camions. Les poutres, comme les cadavres. Puis, après des heures de pistes chaotiques, ils avaient versé le tout au fond du lac supérieur. Étrange méthode en vérité. Comment oser prétendre croire que l'Institut était un simple foyer d'accueil quand on nettoie ainsi? Je me doutais bien qu'il ferait la même chose avec la cabane de la tordue. Aussi, le lendemain de sa mort, j'allai à la mairie proposer son rachat. La cabane n'appartenait à personne, ce qui ne les retint pas de me la vendre à un prix exorbitant. Mes années d'oisiveté dans la haute vallée avaient déjà largement entamé l'héritage de mon père. Cette transaction l'acheva. J'enterrai la tordue derrière la cabane, et malgré la désapprobation générale, je m'installai définitivement au pied de la falaise. En quelques semaines, je suis devenu, aux yeux de tout le bourg, le tordu de la falaise. Peu importe. Le fracas du torrent, sans répit, sans distinction du jour et de la nuit, dément en toute saison.
Je vis désormais comme un ours. Depuis 3 ans, je végète sans plus chercher d'alibi. Le 3e été s'étiole. L'été le plus pourri du siècle, ont dit les anciens. La pluie me rabat systématiquement à l'intérieur. Une fin d'après-midi, le soleil est entré brusquement. Deux têtes de clous ont brillé, qui me fixent d'un regard vide. Un nœud du parquet ouvre sa gueule. J'ai soulevé cette latte. Il y a là-dessous un feuillet couvert d'une écriture serrée et raffinée. J'ai lu cela assis par terre en quelques minutes. Il est impossible de déterminer si l'auteur de ces lignes est le petit-fils ou une tierce personne. Elles sont très impersonnelles. Sitôt terminé leur lecture, je vis ma main s'approcher du poêle et les flammes consumer le feuillet. Je sais que ce n'est pas là une attitude très scientifique, mais je n'ai jamais prétendu l'être, et ma main moins encore. Ce mémento répugnant consignait les intuitions, les intentions et malheureusement, selon toute vraisemblance, les réalisations du petit-fils. Sa première intuition était que l'électricité avait passé son âge d'or, qu'elle n'était plus aux mains des découvreurs, mais des gestionnaires. Comprendre, plus aux siennes. Ce qu'au fond son grand-père avait déjà dit 2 générations plus tôt. Sa seconde intuition était que le numérique gagnerait tout. Rien que de très banal. Puis que dans ce développement, les bas esprits se concentreraient sur les questions de stockage et les élus sur la puissance de calcul. Le processeur était le Saint Graal. La dérive apparaît très vite, au bout de quelques paragraphes à peine. Elle peut être donnée en quelques mots. 1. Rien n'égale le cerveau humain. 2. Le cerveau humain doit être dépassé et le sera. Ensuite vient le modus operandi, la mise en série. S'ensuivent quelques analyses succinctes de mise en série de processeurs simples. L'étude est manifestement superficielle. Le concept prévaut de toute évidence sur les détails. Nous avons affaire à quelqu'un de très impatient. Alors vient la phrase. Son expression n'est pas ambiguë. Les crétins de la haute vallée offriront à qui saura les utiliser une gloire plus grande encore
que jadis les cascades. Foyer de réception et de mise en réseau pour déficients mentaux. Le reste n'est qu'une suite sordide de modes opératoires sans scrupules, d'absurdités scientifiques, de parallèles affligeants entre cerveau et machine. Une litanie d'échecs répugnants, entrecoupée de prévisions spectaculaires. Un crétin attelé à une tâche unique vaut une centaine d'humains normaux dispersés dans leur passion. La puissance de la mise en série ne sera pas arithmétique, mais géométrique. 5 cerveaux en série pourront ainsi valoir jusqu'à 30 000 cerveaux normaux. Il peut s'envisager une mise en série jusqu'à 40 dans les plus brefs délais. Nous progressons. Le feuillet s'arrête ainsi. Je suis certain que l'on en trouverait d'autres en fouillant la cabane. Pour ma part, cela m'est suffisant. Dernière nuit au pied de la falaise. Ce matin, j'ai fermé la porte de la cabane et j'ai jeté la clé dans le torrent. Je quitte la haute vallée. Demain, à la ville. Je remettrai ces notes disparates au musée des traditions populaires. Que les étudiants à venir traitent cette affaire selon leurs critères. Je dédie ces pages à mon éphémère directeur de thèse ou à sa mémoire s'il n'est plus de ce monde. Avant de quitter la haute vallée, je me suis arrêté une dernière fois au café du bourg. Là, le vieil aveugle des glaciers m'a radoté qu'à son avis, le cadavre du petit-fils n'était pas parmi les décombres de l'incendie. Vu que l'Institut n'avait jamais été installé à l'entrepôt du pied de la falaise, mais dans une autre vallée.